Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir, retour de la Ligue 1 avec le Classico qu'on doit gagner bien sûr, il n'y a aucune excuse de finition machin chouette comme en Ligue des Champions. On doit s'imposer chez eux et continuer à réussir nos tests à l'échelle nationale parce que on peut se référer au match nul qu'on vient de faire contre le PSV, mais aussi dire qu'en Ligue 1, on a gagné au mois de septembre 2 des 3 autres équipes européennes, Brest et Lille, par 2 buts d'écart. Et contre Brest, on est même mené, on concède l'ouverture du score. Bien sûr, demain, il faut un scénario similaire, alors peut-être pas encaisser l'ouverture du score, mais gagner sur un score net et bien sûr reprendre de la confiance avant d'enchaîner sur une semaine de travail avant la réception de Lens au Parc des Princes. Ce sera samedi prochain. Allez, installez-vous, on va développer tous les enjeux de ce Classico dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, bien sûr, match très important demain. La victoire est obligatoire, comme Marquinhos l'a souligné dans l'après-match mardi soir. Le PSG retrouve la Ligue 1. Je pense qu'il faut commencer par là, à savoir différencier notre équipe en championnat et en Ligue des Champions. Je suis persuadé que d'un point de vue psychologique, à la finition notamment, qui est le débat de ces derniers jours, il y a une différence. L'exemple parfait, c'est Barcola. On se présente demain à Marseille avec Barcola, meilleur buteur de Ligue 1, alors qu'en Ligue des Champions, on parle d'un joueur qui n'a qu'un seul but sur toute son aventure parisienne et qui peine cruellement à prendre le lead de cette équipe à l'échelle européenne, alors qu'en Ligue 1, voilà, c'est notre meilleur joueur face au cage. Voilà. Bon, Dembélé, outre mesure, on fait à peu près le même constat. Donc voilà, on retrouve la Ligue 1, c'est très différent de la Ligue des Champions. Surtout que l'OM, voilà, l'année dernière, on les a gagnés à l'extérieur en étant à 10, plus d'une mi-temps avec le rouge de Beraldo. Mais attention, pour rester sur nos matchs à l'extérieur, je me réfère à ma vidéo que j'ai fait il y a 2 jours. Ça va être un très beau test demain parce qu'on sait qu'on n'est pas très bon en Ligue des Champions, quand on est loin de chez nous. En Ligue 1, quand on a perdu des points depuis le début de saison, c'était à Nice, à Reims, à l'extérieur donc. Donc demain, voilà, ça va être un vrai test dans une ambiance hostile et tout ça. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va proposer. Ça va être un très bon baromètre avant les déplacements qui nous attendent en Ligue des Champions. Parce que là, du coup, on a reçu 2 fois sur les 3. Bien sûr, après la trêve de novembre, on se déplacera, je crois, 2 fois. Donc ça va être très très important. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va proposer demain. Concernant l'OM, bien sûr, le projet de Zerbi, un début de saison plutôt intéressant. Ils sont 3e à 3 points de nous. Moi, je pense qu'il y a de la surperformance en fait. Déjà, il y a qu'à voir le classement en matière d'expected goals. Alors, le match contre le PSV Eindhoven mardi n'a pas été une pub pour les expected goals parce que le face-à-face du PSV en deuxième mi-temps compte pour 0. Parce qu'il n'y a pas eu de tir, c'était une passe. Et d'ailleurs, le joueur donc qui fait la passe sur cette action aurait été hors jeu en fait. Même s'ils avaient marqué, puisqu'il l'est au début de l'action en fait. À ce qui paraît, il est hors jeu au tout début de l'action. Donc s'il y avait eu but, il aurait été annulé. Donc les expected goals, selon moi, restent quand même sur la durée un bon indicateur. L'OM sont 6e au classement de cette statistique, alors qu'ils sont 3e donc au point. 14,47 expected goals pour 21 buts marqués. Donc on a voilà une surperformance qui apparaît très clairement. Et 13,25 concédés pour 8 buts, avec un roulis qui est
très très bon, une charnière centrale avec Balerdi, très bon défenseur, qui a donné beaucoup d'indices dans sa conférence de presse d'avant-match, Balerdi, voilà, sur le plan qui va être celui de l'OM demain soir. Donc je trouve que cet OM est dans une surperformance assez nette, claire. C'est ce qui fait que sur la durée, je ne crois pas qu'ils seront dans la course au titre. J'ai beaucoup plus peur de Monaco, bien sûr, qui tournent, eux, par contre, à plein régime. Même si là, avec l'absence de Balogun, peut-être qu'ils vont manquer un petit peu d'un numéro 9. Donc cette surperformance, on peut la lire dans les deux sens, bien sûr. Demain, soit contre plus fort qu'eux, ils vont se buter et donc se rendre compte que jusque-là, c'était de la surperformance, et du coup tomber un petit peu dans des travers. Soit ils sont dans un bon soir et du coup ils maximisent tout ce qu'on a vu jusque-là, à savoir marquer en ayant assez peu d'occasions finalement, chose qu'on sait très bien offrir à nos adversaires aussi. Donc je ne sais pas trop dans quel sens lire justement ce constat. Honnêtement, je sais vraiment pas parce que ça dépend de nous et notre capacité à offrir des buts. Je me référais au match contre Brest en septembre, l'ouverture du score, c'est un péno à la 30e, obtenu mais bêtement, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc voilà. Bien sûr, au-delà de tout ça, c'est un classique qu'on doit gagner et il y a un enjeu au classement parce que si Monaco fait à minima nul, ils nous passeront devant si on perd demain. Si Lens, par exemple, gagne ce soir contre Lille dans le derby, ils reviendraient à 3 points de nous avant leur réception au parc samedi prochain. Voilà. Donc, bien sûr, demain, il faut absolument gagner. Alors, d'un point de vue tactique, c'est assez intéressant. J'ai vraiment hâte d'avoir la composition parce que je pense qu'elle est très difficile à lire. Il y a un monde où Luis Enrique tente quelque chose. On se souvient que l'année dernière, la première du 4-2-4, c'est pas Newcastle, c'est contre Marseille justement, le classique qu'on gagne 4-0. Ensuite, on enchaîne contre Clermont, puis Newcastle. On sait que là, on est à un moment de la saison où le système commence à devenir un peu monotone. C'est vrai qu'à gauche, Luis Enrique s'entête, teste beaucoup de choses, mais c'est très compliqué. Chacun est un peu dans son coin, là, de Barcola, Nuno et le relayeur. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment d'entente. À droite, on est très dépendant de Dembélé et Hakimi, qui sont pas forcément les plus fiables techniquement ou devant le but pour Dembélé. L'année dernière, Luis Enrique a montré la dépendance à Dembélé Hakimi, il s'en foutait parce qu'il a cassé cette relation en pleine saison, dans un moment charnière. Bien sûr, le coup tactique de la saison dernière, c'est le retour face à la Real Sociedad où il met Dembélé en numéro 10, voire relayeur gauche un peu, pour compenser le fait que Mbappé ne faisait pas les efforts. Mais numéro 10 d'un losange. Voilà, numéro 10 d'un losange. À ce moment-là, c'est vraiment sorti du chapeau. Ça vient un petit peu de nulle part. Voilà. Et il décide d'un gros coup. Donc demain, bon, alors je sais pas si en termes de système, on peut s'attendre à quelque chose de nouveau. Peut-être une surprise chez les joueurs. Ou dans leur disposition. Peut-être une inversion entre Vitinha et João Neves, ou alors une petite titularisation surprise, d'un joueur qu'on n'attendrait pas forcément. Et on va essayer de déceler tout ça, justement, dans cette vidéo. Alors, dans les cages, Donnarumma, bien sûr, n'a pas de surprise. Certains, j'ai vu, tentent de l'incriminer sur le but de Noah Lang mardi soir. Je comprends pas trop. Ça me paraît assez logique et naturel pour un gardien d'anticiper le côté ouvert et donc te retrouver surpris, décontenancé par le fait que l'attaquant en face fait une Mbappé et va chercher du coup le côté fermé. Voilà. Donc je ne lui en veux pas sur le but de Noah Lang. Je pense que demain, il y aura des tirs de Marseille. Par exemple, Greenwood, c'est décocher des frappes de loin. Quand on sait que Nuno, parfois a un peu des difficultés à gérer un peu les ailiers, je pense qu'il y aura plus de frappes que d'habitude. On concédera peut-être plus d'occasions que d'habitude parce que c'est vrai que le PSG finalement prend des buts sur assez peu d'occasions, typiquement mardi soir contre le PSV, mais du coup concède très peu. Il y a une assise défensive. Demain,
peut-être que je miserais sur un match assez différent là-dedans. Bien sûr, Hakimi sur le côté droit, hein, qui sort d'une bonne deuxième mi-temps contre le PSV, qui est très important, à la fois milieu numéro 9. Hein. On rappelle que sur certaines séquences, c'était lui avec Fabian Ruiz qui occupait la surface quand le ballon était sur un côté. Donc voilà, demain, on l'attend bien sûr au tournant face à un Enrique qui a fait un bon début de saison, voilà, qui a été très très surprenant sur le mois d'août et septembre. Donc ça va être intéressant de voir Hakimi dans ces deux dimensions. Marquinhos, alors j'espère que demain il n'y aura pas d'action un peu bizarre, parce que j'attends enfin un match plein de sa part. On voit des signes d'un certain leadership ces derniers temps. Donc contre Nice, il avait fait un bon match, il fait un super sauvetage. Contre le PSV, cette semaine, pareil, il fait un super sauvetage, mais sur le but de Noah Lang, il fait partie des fautifs. Et d'ailleurs, j'ai vu que sur le but d'Hakimi, donc c'est un corner qui est joué sur le côté droit, on le joue à deux, on va sur le côté gauche, je crois que c'est Lee Kang-in qui a le ballon sur le côté gauche, et Marquinhos qui lui fait signe d'aller de l'autre côté. Et du coup, le ballon change, passe à droite, Hakimi frappe, but. Donc Marquinhos serait potentiellement à l'origine du but, en plus de sa superbe occasion en fin de match qui pousse Benitez à l'arrêt. Donc voilà, j'attends quand même demain un match plein de leaders, à la relance aussi. Voilà. Et puis voilà, les classicos, il les connaît. Pacho, alors Pacho bien sûr, on l'attend titulaire. Après, il a fini le match quand même assez fatigué, je pense, mardi soir. Ça me surprendrait pas qu'il soit pas titulaire. Après, le problème, c'est que le gap entre lui et son potentiel remplaçant, donc Skriniar ou Lucas Beraldo, fait que tu souffles vraiment, quoi. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Pacho accuse vraiment le coup, physiquement, mardi soir. Il a joué les 2 matchs avec l'Équateur, hein, la trêve à l'autre bout du monde, machin, gros début de saison, il arrive tout de suite au PSG, il est tout de suite mis dans le grand bain, titulaire, machin. Donc c'est vrai que peut-être que demain on pourrait tabler sur une petite mise au repos, même s'il y aura une semaine complète après pour se faire. Alors au milieu c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà sur le choix de mettre Vitinha sur le banc mardi soir, il a répondu en conférence de presse, il a dit plein de choses intéressantes en conf cette semaine, Luis Enrique. Que ce soit avant le match contre le PSV ou aujourd'hui. Donc aujourd'hui il a dit, donc sur la mise au banc de Vitinha, il a dit « Je vois des choses donc à l'entraînement que vous ne voyez pas ». Ce qui est marrant, c'est qu'hier on a eu une info du journal L'Équipe, je crois, qui disait « Fabian Ruiz, à l'entraînement, c'est un des meilleurs. Il impressionne ses partenaires, sauf qu'il n'arrive pas à le retranscrire en match ». Typiquement, voilà, Luis Enrique, 24 heures après, a confirmé du coup cette info en disant, à l'entraînement, je vois des choses. Je pense que c'est Fabian Ruiz, tout simplement, qui est bon. Ça m'a fait penser à Draxler, pareil, qui était un joueur réputé assez bon à l'entraînement, mais en match assez fantomatique. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ça nous rappelle à une réalité. Hein, les entraîneurs, les staffs techniques voient des choses qu'on ne voit pas, ont aussi des chiffres sur les états physiques des joueurs qu'on n'a pas. Toujours à ce poste, aujourd'hui il a dit j'ai 5 grands joueurs et j'inclus Seny Mayulu dans cette liste. Donc si tu l'as fait, c'est Vitinha, Warren, João Neves, Fabian Ruiz et donc le 5e Seny Mayulu. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de Désiré Doué. Il ne compte pas Désiré Doué au milieu de terrain. Alors, vous me direz, c'est peut-être une déclaration anodine, il l'a oublié. Mais dans ce genre de déclat, à chaque fois, il donne des indices. Par exemple, plusieurs fois, il a cité Lee Kang-in comme potentiel numéro 9. Et l'année dernière, on l'a vu contre Reims, quand on gagne 3-0 en novembre, là, avec le gros match de Donnarumma, le triplé d'Mbappé, Lee fait la deuxième mi-temps en faux 9. Et aujourd'hui, il est faux 9 depuis un mois, même si demain, je ne sais pas trop s'il sera titulaire. Voilà, c'est plutôt important. D'ailleurs, dans la liste des numéros 9, il met Désiré Doué, qui a joué à ce poste de faux numéro 9 déjà cette saison. Donc ça veut dire qu'il considère Désiré Doué comme un ailier assez clairement, alors que Désiré Doué s'est illustré contre nous en février dernier avec Rennes en étant numéro 6, donc milieu de terrain. Voilà. Après, ces derniers temps, je trouve que l'intégration de Doué progresse dans le bon sens. Titularisation contre Strasbourg, rentrée contre le PSV,
il y a plus de justesse dans son jeu, tu sens qu'il commence un petit peu à se lâcher, à chaque fois en tant qu'ailier droit. À chaque fois en tant qu'ailier droit. Et pas milieu de terrain. Donc peut-être que demain, une titularisation de Désiré Doué serait ce qui serait la surprise. Et du coup, n'en serait pas une, parce qu'il y a quelques signes qui montrent que Désiré Doué n'est peut-être pas si loin du 11 ou d'une titularisation dans un grand match prochainement. Sur João Neves, alors je sais pas s'il sera là ou pas demain, parce que son match son match mardi en 6 confirme qu'il est meilleur à ce poste qu'en relayeur. D'ailleurs, il finit le match en relayeur et il est pas meilleur que Fabien Ruiz. Donc ça veut dire que voilà, même le staff technique quand même l'envisage en tant que numéro 6, on l'a répété 100 fois sur la chaîne, João Neves est meilleur devant la défense que relayeur. Peut-être que Luis Enrique pourrait faire un gros choix ici, en mettant Neves numéro 6 et Vitinha un cran plus haut. Voilà. Ça, c'est ce pourquoi je milite depuis quelques temps déjà. J'attends de voir, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, Neves est quand même bien meilleur en 6 que en relayeur. Demain, je pars sur un milieu Vitinha, Neves, Warren quand même. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. C'est difficile d'intégrer quelqu'un de nouveau, hein. Bon, Fabien Ruiz a été catastrophique contre le PSV. Désiré Doué, comme je l'ai dit, il est plutôt considéré pour le poste d'ailier droit. Peut-être un double pivot aussi. Peut-être un double pivot, hein, parce que déjà en face, il joue comme ça, avec Rabiot et Højbjerg. Donc on va voir comment ça va se goupiller. Double pivot que João Neves maîtrise, et où je pense il serait le plus à l'aise. Avec peut-être Warren à ses côtés. Un espèce de tank. Voilà. En attaque, ce que l'OM prévoit est assez clair. Balerdi l'a dit en conf. Donc, il préfère jouer une équipe... Déjà, il a dit, je préfère jouer contre un vrai numéro 9 plutôt qu'un faux 9. Voilà. Quelqu'un qui déserte. Du coup, t'as moins de repères quand t'es défenseur, machin. Ok, super. Mais il a dit, nous, on va tenter de verrouiller l'axe pour leur laisser les ailes. Voilà. Donc, globalement, demain... ça va être sur Dembélé et Barcola que ça va reposer, sur les différences qu'ils vont faire en 1 contre 1 et tout ça. Donc c'est vrai que du coup, mettre un vrai numéro 9 me semble pas opportun. Si les mecs décident de verrouiller l'axe, bon, ça paraît compliqué de mettre Kolo Muani dans une zone de densité. Donc peut-être que le match est propice à jouer avec un faux 9. Alors, dans la presse, l'équipe, je crois, Asensio donc a l'avantage pour être titulaire. Bon, je suis assez d'accord, même si on va voir, il peut y avoir d'autres solutions. Déjà, Barcola qui sera, je pense, ailier gauche. Moi, je l'attends vraiment. J'attends vraiment parce que je trouve qu'en Ligue des Champions, c'est peut-être aussi normal, il passe entre les mailles du filet. Dembélé prend beaucoup plus cher. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être normal. Dembélé est beaucoup plus vieux. Dembélé est beaucoup plus attendu que Barcola qui, lui, a une marge de progression. On sait très bien que s'il continue sur cette voie-là, il finira tôt ou tard par devenir un leader d'attaque. Très bien. Mais je trouve quand même que si on parle de manière brute, très froide, voilà, Barcola n'est encore pas bon mardi soir. À part son début de match où il prend les espaces un petit peu, où il est bien servi aussi, ses occasions se sont mal jouées. Et en Ligue des Champions, il y a un vrai différentiel avec la Ligue 1 pour Barcola. Donc demain, c'est vrai que je l'attends dans ce rôle de leader, hein, qu'il est absolument en Ligue 1. Voilà. Enfin, typiquement, mardi soir, les occasions qu'il loupe, c'est des occasions qu'il a en Ligue 1 et qu'il met au fond des filets. Barcola. Voilà. Donc c'est pour moi les mêmes constats pour Barcola que pour Dembélé, même si c'est un peu plus grave pour Dembélé qui lui a 27 ans. Dembélé à droite, bien sûr, hein, il va falloir se reprendre. Et justement, quand je parlais de Désiré Doué, peut-être qu'à ce poste, Désiré Doué se rapproche de Dembélé. Sur ce poste d'ailier droit, un petit peu voilà, demi-espace, attiré vers la densité, qui prend pas trop la largeur, les débordements, machin. Bon, après, Dembélé peut rester sur le terrain tout en ayant Désiré Doué ailier droit. Tu mets Dembélé faux numéro 9 par exemple. Ça peut se tenter, Barcola, Dembélé faux numéro 9 et Désiré Doué. Ou alors Désiré Doué faux 9 du coup et Dembélé à droite. Ça peut arriver demain. Voilà. Encore une fois. Donc
On va voir. Après, donc, pour le poste de 9, comme j'ai dit, Asensio qui me semble un peu plus à même de se déplacer dans la surface que Lee Kang-in qui fuit complètement cette zone de vérité, ce qui est bien dommage. Bon, le penalty qui est refusé, voilà, c'est un mouvement que Lee Kang-in ne sait pas faire, même si Lee paraît plus vif que Asensio, bien sûr, quand il décroche, notamment. Voilà. Pour rester sur le poste de 9, Luis Enrique a fait une déclaration, je trouve, lourde de sens sur Gonzalo Ramos. Sur Gonzalo Ramos, alors il a dit, donc Gonzalo Ramos, il revient le 25, mais je ne sais pas de quel mois. Bon, ça c'est un peu bizarre. Apparemment, c'est le joueur qui va tout changer, mais la solution ne vient jamais d'un seul joueur. Je trouve que c'est assez lourd de sens. Bon, en gros, Luis Enrique n'aime pas les numéros 9. L'année dernière, il a titularisé Gonzalo Ramos à la fin des fins sur le match retour contre Dortmund en demi-finale, alors que tout le monde le voulait absolument titulaire, que ça faisait des mois que tout le monde le disait, et que lui ne le faisait pas. Bon, je pense que après... Sur le début de saison, il est titulaire, mais il se blesse au Havre, il se blesse au premier match, donc bon, on ne sait pas trop à quel point il aurait continué à être titulaire par la suite. Mais c'est vrai que par contre, sur le début de saison, ce qui vient contredire cette théorie, c'est que du coup, c'était Gonzalo Ramos le titulaire, et pas Lee Kang-in faux neuf ou Asensio. Ça, c'est des solutions qui sont arrivées après sa blessure. Voilà. Initialement, c'était lui qui était dans le 11. Bref. Un vrai point positif pour moi, ce sont les corners. Voilà, demain, je pense qu'on va être dangereux là-dessus. On est très bon. On arrive à bien mettre de la variété entre je les joue à 2, donc le but d'Hakimi mardi soir. Après avoir été de l'autre côté, on revient sur Hakimi qui marque. Le but de Nuno, typiquement, corner joue à droite. Dembélé relais, passe à Nuno, tire de loin. Donc voilà, c'est très bien. Et les corners directs aussi. Parfois, on les tire directs. Marquinhos, typiquement, contre Nice, le poteau. Et mardi soir, la grosse occasion en toute fin de match. Donc ça, c'est quelque chose de positif où on voit que le staff et les joueurs travaillent beaucoup. Voilà pour l'avant-match. Bon, en matière de prono, je dirais quand même 2-1 pour le PSG. Voilà, je dirais 2-1. Je vois un match plutôt serré. Deux, trois choses pêle-mêle. Déjà DAZN. DAZN, alors dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des offres qu'ils font. Ce classico est très important pour eux. Ils font vraiment une énorme campagne publicitaire machin. Il y aura 4 heures de live demain. 4 heures de live pour le match, donc ils en attendent beaucoup. Mediapro avait fait pareil en 2020 sur le PSG-OM qu'on perd 1-0, là rappelez-vous, avec les 5 cartons rouges, les joueurs sous Covid, machin, juste après la finale de Ligue des Champions. Et ça avait été un flop. Donc, et demain, je pense que ce sera la même chose pour DAZN. En plus, le dispositif est un peu... Enfin, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il cible le mauvais public DAZN. Typiquement, demain, ils ramènent 3 humoristes qui vont être sur le bord du terrain, des humoristes qui sont pro-PSG, un autre qui est pro-OM, il y aura la concurrence sur le bord terrain avec les blagues, machin. Il y aura Paul de Saint-Cernin. Bon, c'est cool. Moi, à titre personnel, c'est pas pour me déplaire. Mais d'un point de vue, je pense, plus général, là, ce qui est visé en faisant ça, c'est typiquement... C'est comme quand tu recrutes Walid Acharchour, en fait. C'est ce public un petit peu jeune, 15, 25, 30 ans maximum, tu vois, qui va prendre son pied, qui demande pas forcément des analyses très fines, mais voilà, un petit peu de légèreté, même si moi, je me positionne plutôt à la croisée des deux. Moi, j'aime beaucoup l'humour, donc c'est vrai que Cazard, enfin, quand t'as grandi avec Cazard et tout ça, c'est vrai qu'avoir des humoristes, bon, ça me plaît. Mais après, par contre, au niveau de la qualité des analyses, DAZN, c'est vraiment, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon. Et du coup, le quarantenaire, celui qui a le pouvoir d'achat, l'étudiant, il va sur Telegram. En plus, il maîtrise les outils numériques pour le faire. Il a pas peur de prendre un IPTV, l'étudiant. Que voilà, le quarantenaire, machin, bon bah lui, voilà, il a son salaire, machin, il a sa situation, c'est lui qui paye. Et je trouve qu'il se trompe complètement de public en faisant ça, en visant les jeunes, en pensant que, oh là là, ils vont rigoler, ha 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 ha, on va republier sur les réseaux, ça va faire du buzz, machin. Bon, je crois que c'est vraiment une technique marketing assez dépassée, qui me semble pas, propice à la recherche du 1,5 million d'abonnés qu'ils ambitionnent, quoi. Enfin voilà, la réalité c'est que les jeunes, ils ont pas 19 balles à mettre juste pour regarder la Ligue 1, quoi. 19 balles en s'engageant sur 12 mois. Ou 29, avec 15, avec 2 écrans. Donc voilà, je trouve ça dommage de miser sur ce genre de proposition plutôt que sur une proposition un petit peu plus qualitative, en misant sur voilà la qualité des analyses, qui attirait un autre public qui, selon moi,
plus de pouvoir d'achat. Bref. Mbappé aussi. Terminons sur Mbappé parce que voilà, on a eu la commission machin de la LFP qui s'est prononcée, qui nous a enjoint à verser les 55 millions. On a refusé juste après. Ce dossier est ridicule. Franchement, ce dossier commence sérieusement à me gonfler parce que l'issue, on la connaît. Les prud'hommes vont nous condamner à lui verser parce que j'ai jamais vu dans l'histoire du droit français quelqu'un qui se présente avec une vidéo d'Mbappé qui dit après Toulouse oui, j'ai un accord avec le président, machin, le club est protégé, et qui utilise ça comme argument juridique. Voilà. D'un point de vue du droit, machin, rien ne vaut une signature. Or, on n'a rien fait signer. Donc, ils sont très gentils, le club, mais on va perdre. Et ça fait déjà 3 fois qu'on nous demande de payer et qu'on veut pas. Donc, on fait traîner les trucs. Je trouve ça un peu ridicule parce que ça fait parler de nous. Et au final, notre image auprès des grands joueurs empathie. Hein, parce que moi, je rappelle que Messi, à chaque fois qu'il parle du PSG, c'est pour dire que c'était ses pires années, machin, que c'était horrible la vie à Paris. Neymar, pareil, il a dit qu'il avait vécu un enfer chez nous. Alors, on peut dire qu'ils sont ingrats, machin chouette. Je suis d'accord avec vous. Mais pour finir, Mbappé, donc voilà, qui a des histoires, qui a des salaires impayés, parce qu'on rappelle quand même que là-dedans, il y a des primes qui s'étaient engagées du coup à ne pas prendre l'été dernier pour être réintégrés. Donc là-dessus, on peut peut-être discuter. Mais il y a aussi des salaires que le PSG a décidé de ne plus verser sur la fin de saison. Bon, ça, par contre, c'est un peu une dinguerie quand même, parce que même s'il était mauvais sur le terrain, il était quand même à l'entraînement tous les jours, il était là, quoi, Mbappé. Donc ça, enfin, d'un point de vue du droit, je vois pas comment on gagne. Pour moi, on va perdre et on va être obligé. Voilà. Et Mbappé, typiquement, quand il dit à la fin de saison, ouais, pour moi, c'est la meilleure saison de ma carrière, au vu du contexte, Luis Campos et Luis Enrique m'ont clairement sauvé. Quand t'entends ça, ça fait peur. On te dit, mais Nasser, c'est qui Nasser, en fait? Et typiquement, je prends l'exemple d'un Rodrigo, qui risque de se lasser de sa situation, et peut-être que l'année prochaine, il va demander un départ. Bah, le PSG, si tu veux le faire venir, il fait quoi, Rodrigo? Il passe un coup de fil à Neymar et Mbappé. Neymar qui connaît de la Seleção et Mbappé avec qui il va passer toute son année. Ah bah les deux, je pense que la pub qu'ils vont nous faire, ça va être joli. Vu ce qu'ils disent publiquement, j'ose pas imaginer ce qu'ils disent en privé. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, faudrait se calmer. Faudrait se calmer et arrêter ce dossier qui commence un peu à me saouler. Voilà. J'essaye de parler de manière objective. Bien sûr, voilà, après Mbappé s'était engagé auprès du club, ça c'est véridique, n'a pas signé. Voilà, on connaît l'entourage. Bon, moi, j'ai tout compris quand la mère, elle a dit à Élise Lucet, oui, si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris, on se serait pas gêné. Sauf que 1 an avant, son fils, il se plaignait parce qu'au mercato, on n'avait pas pu recruter Lewandowski, Bernardo Silva, justement parce qu'il avait pris un salaire démentiel qui faisait que notre masse salariale nous empêchait de donner des salaires de 15, 20 patates à ce genre de joueurs. Voilà. Donc, coincé. Donc voilà, bref, c'est le serpent qui se mord la queue, et j'espère que ce dossier va se terminer rapidement et qu'on va payer. Parce qu'à un moment donné, la justice va nous forcer, voilà. Et en plus, au prud'homme, s'ils donnent leur verdict plus de 12 mois après la saisine, il y aura des intérêts. Et les intérêts, je crois qu'ils sont 5 à 7%. Hein. Sur 55 millions, ça commence à faire. Ça peut vite monter, hein. Voilà, s'ils prennent du temps à répondre et à donner leur verdict, ça peut grimper. Voilà, ça peut passer de 55 à 60, 65, voilà. Donc bon, ne jouons pas trop au con, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot là avec ton argument de la vidéo après Toulouse. Bon, enfin moi je trouve ça un peu lunaire. Je trouve cette situation un petit peu lunaire. Voilà. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et on se retrouve demain soir, bien sûr, pour le débrief. Allez, ciao les amis. Bon week-end.